Nous allons prendre quelques minutes pour explorer quelques-uns des composants WebPart qui sont disponibles. La liste des composants WebPart évolue chaque itération de SharePoint Online et la manière de les utiliser va vraiment varier suivant votre besoin, suivant votre créativité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est juste présenter quelques-uns des WebPart les plus répandus ou alors les plus utilisés et les choses que vous pourriez faire avec éventuellement. Alors, on va passer en mode modification. Nous avons déjà parlé du WebPart image. On va en voir d'autres. Donc, on va cliquer sur le plus. Donc, quand vous allez commencer à utiliser régulièrement les composants WebPart, à un moment donné, le système va créer des catégories supplémentaires, par exemple, récemment utilisé ou fréquemment utilisé, quelque chose de ce genre. Sachez également que vous disposez ici d'un moteur de recherche qui peut vous permettre de rapidement sélectionner le WebPart qui vous intéresse. Parce que la liste est un peu large là, et elle est appelée agrandir. Donc, ça peut être parfois compliqué de devoir naviguer jusqu'à trouver, alors qu'il vous suffit par exemple simplement de entrer les premiers termes. Si vous voulez un bouton, vous tapez les premiers termes du mot bouton, et puis tout ce qui comporte ce terme bouton, ou alors les composants WebPad dont l'action vont interagir avec le mot-clé que vous êtes en train de mettre là vont apparaître. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que bouton, ça commence par bouton, c'est normal qu'il soit là, mais appel à l'action, c'est une zone qui, c'est pas un bouton à lui tout seul, mais c'est en fait une zone qui est censée appeler les individus à faire quelque chose. Et en général, l'appel à l'action est matérialisé par un bouton. Donc, en plus de la zone en question, il y aura un bouton à l'intérieur. C'est pour ça que cette zone-ci apparaît, malgré que ce mot-clé-ci ne soit pas dans son nom. Très bien. Donc, parmi les catégories que nous avons, une autre chose que j'allais mentionner, c'est que les regroupements par défaut sont des regroupements par catégorie. Ça vous permet de savoir pour tel type de contenu, pour tel type de catégorie, quels sont les webparts que je peux utiliser. Donc le premier bloc va nous permettre de voir les webparts qui nous permettent d'injecter du texte, des médias et du contenu. Alors, on a déjà parlé des images. Autre chose que vous pourriez faire, c'est mettre par exemple un bouton. Alors, rien de spectaculaire à dire concernant le bouton. Lorsque vous l'ajoutez, il faudra juste le personnaliser en mettant une étiquette. L'étiquette, c'est tout simplement ce qui va apparaître sur le bouton. Par exemple, je peux mettre acheter maintenant. Et ici en dessous, il faudra mettre le lien vers le bouton en question. Donc, ça peut être peut-être HTTPS. Vous avez d'autres options, comme par exemple l'alignement. Important de comprendre que l'alignement va être relatif à l'espace dans lequel l'objet ou le bouton se situe. Donc ici, on a une section qui est assez large, donc ça fait que quand on centre, le bouton est centré par rapport à la largeur de cette section-ci. Quand on le met à droite, c'est toujours par rapport à cette section-ci. Donc si vous estimez que c'est peut-être trop large ou il faudra trouver le moyen de circonscrire le bouton dans une zone beaucoup plus compacte que cela. Un autre objet que vous pouvez mettre, c'est l'espacement. L'espacement peut vous permettre tout simplement de créer de l'espace entre différents blocs, entre différents composants WebPart. Il y a ces gens qui, par exemple, dans les traitements de texte, vont appuyer sur la touche Entrée plusieurs fois, faire plusieurs retours à la ligne pour séparer les objets. La manière de le faire élégamment dans Word, pas dans WordPress, dans SharePoint, serait de vous servir de l'espacement. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que ça peut se passer. Donc, je vais cliquer sur le plus. Si je prends espacement. Alors là, chaque bloc que vous allez ajouter aura des contrôles ou des comportements particuliers. Par exemple, ici, l'espacement, en passant la souris dans la partie basse, vous voyez, il y a
un handle, je ne sais pas comment on dit ça en français, il y a une poignée qui apparaît et qui peut vous permettre d'agrandir ou de réduire l'espacement dont vous avez besoin. Cet espace-ci, il est complètement vide, soit dit en passant. C'est juste de l'espace que vous mettez entre des zones. Donc si par exemple j'estime qu'il n'y a pas assez d'espace entre le bouton et la zone actualité, je peux par exemple prendre cet objet, je le déplace, et je le positionne ici entre les deux, et ça fait que j'aurai un espace entre le bouton et la zone actualité. En ce moment, vous voyez une zone rectangulaire, mais si jamais je publie, ce sera de l'espace complètement blanc. OK? Juste pour créer une séparation entre les objets. Donc, ça peut être très utile lorsque vous avez une page très chargée et vous voulez qu'elle respire un peu. Alors, autre élément qu'on peut rajouter, ce sont les séparateurs. Ça fait un travail similaire, sauf qu'au lieu de mettre un espace blanc, il va plutôt mettre un séparateur. Alors ici, je vais positionner le séparateur. OK, donc là, le voici ici. Je vais le sélectionner. Alors, c'est cette ligne fine qui est là. Alors, lorsque vous sélectionnez l'épaisseur, le séparateur, vous avez la possibilité de jouer avec sa longueur. La longueur, c'est la quantité d'espace qui va être occupée par le séparateur entre les marges gauche et droite de la zone où il se trouve. En ce moment, c'est 100%, ça veut dire qu'il va aller de l'extrême gauche à l'extrême droite de cette zone-ci. Si je lui dis par exemple juste 39%, il ne va occuper que la moitié. Bon, là, on ne voit pas très bien. Et pour pouvoir justement renforcer la visibilité, vous pouvez jouer avec, par exemple, l'épaisseur. L'épaisseur permet de grossir ou de réduire l'objet en question. Si par exemple, ici, je ferme, que je clique sur Publier. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a cette ligne ici, là. On a dit 39%, c'est pour ça qu'elle n'occupe pas l'intégralité de l'espace. Alors, elle permet également de créer de la séparation entre les différents blocs, mais cet espace, au lieu d'être complètement blanc, sera matérialisé par une ligne d'épaisseur variable. Alors, nous avons les bannières principales qui peuvent être vraiment pertinentes si vous êtes en train de mettre en place, par exemple, un intranet et vous avez beaucoup d'actualités qui est en train de se passer, vous avez beaucoup d'images ou d'articles que vous voulez mettre de l'avant. Donc, la bannière principale, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est d'avoir une disposition avec 5 blocs d'informations. Donc, un bloc d'information principale et puis 4 blocs d'informations secondaires. Donc, pour pouvoir alimenter ceci, ben, c'est simple. Vous sélectionnez les liens vers les éléments qui doivent être utilisés. Et en sélectionnant, par exemple, ces liens-là, les images associées vont apparaître. Les liens que vous faites ou que vous ajoutez peuvent provenir de différents objets. Donc, ça peut provenir de votre bibliothèque de documents. Ça peut provenir des éléments récents que vous avez ajoutés au système. Ça peut provenir d'images d'archives que vous allez récupérer, qui fonctionnent un peu comme une sorte de Unsplash. C'est plein d'images libres de droit que vous pouvez utiliser pour illustrer des propos. Ça peut être des liens vers des sites web existants, qu'ils soient sur votre réseau personnel ou qu'ils soient en ligne. Il peut s'agir d'un lien externe. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Dans tous les cas, une fois que vous avez mis ces différents liens, si jamais la ressource que vous avez attachée au bloc comporte une image, quelque chose qui peut être visualisé, vous verrez en général le reflet de cette visualisation ici. Ici, en ce moment, c'est vide parce que ce à quoi j'ai lié n'avait pas de visualisation, mais si c'était un document ou n'importe quoi, une image ou un site web actif, en général, vous auriez vu les liens apparaître. Et une fois que vous avez configuré les liens de destination, si jamais vous voulez les modifier, il suffit de sélectionner le bloc
et vous aurez, pardon, ici dans la zone extrême droite, la possibilité de modifier l'élément qui est relatif à cela. Donc, par exemple, la photo de cette dame-ci, si je la sélectionne, alors je vois l'image, je peux mettre un titre, je peux demander d'afficher le titre dans la disposition, je peux cliquer sur modifier. Il y a plein de choses que vous pouvez faire par rapport à cela. Alors, prochain élément qu'on va examiner, c'est le bloc appel à l'action dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le constater, ça va créer une zone qui va appeler votre public cible à faire quelque chose. Et en gros, ce que vous devez faire, c'est saisir le texte de l'appel à l'action, puis personnaliser le bouton qui est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est par exemple mettre quelque chose du genre online. Par exemple. Et maintenant, au niveau du bouton, on va sélectionner le bouton. On va mettre sur l'étiquette, par exemple, en savoir plus. Et puis ici, on va mettre un lien vers le bouton, peu importe. On peut modifier l'alignement, etc. Et si on veut mettre une image d'arrière-plan au niveau de cette zone, on peut cliquer sur modifier et aller choisir les images qui nous intéressent. Donc, si vous avez une image sur votre ordinateur, vous chargez. Si elle est disponible sur un lien, vous chargez. Si ce sont les images d'archives, c'est un peu comme Unsplash, une bibliothèque d'images libre de droit. Vous pouvez les prendre. Donc, on va par exemple prendre ceci. Non, on va prendre une image claire, c'est mieux. Peut-être ceci. Sélectionner, insérer. Et l'image en question va apparaître. Et ça va donc vous donner ainsi votre zone d'appel à l'action. Un bloc qui est mésestimé, c'est celui du texte. C'est paradoxal parce que sur les sites web, malgré l'avènement du multimédia, des images, des vidéos, c'est toujours le texte qui reste le plus important. Parce que même pour pouvoir référencer ces images et ces vidéos, on a besoin du texte. C'est grâce à un texte que vous faites des recherches sur YouTube et n'importe quelle plateforme afin de trouver la bonne image, la bonne vidéo. Donc le texte est vraiment très important, même en 2022. Alors, vous pouvez prendre le bloc texte et comme son nom l'indique, ça vous ouvre une zone dans laquelle vous pouvez saisir du texte. Nous sommes dans un produit de Microsoft et Microsoft a assez bien intégré certains de ses produits phares à l'ensemble de ses systèmes. Parmi un de ses produits phares plutôt, c'est Microsoft Word. Donc, vous avez un peu de Word ici, là. Donc, vous pouvez saisir votre texte, puis lui appliquer une mise en forme extrêmement solide, complexe, aller dans tous les sens. Donc, vous pouvez jouer ici avec les styles traditionnels de Windows. Vous pouvez modifier la taille, vous pouvez modifier le style, le gras italique souligné, l'alignement. Vous pouvez utiliser les listes à puces, les indentations, les retraits, voilà, c'est ça. Vous avez d'autres choses que vous pouvez également faire, insérer des tableaux, insérer des images, des liens hypertextes. Vous avez encore d'autres options qui sont disponibles. Oh, elles étaient là en fait, c'est moi qui les ai cachées. Elles sont disponibles ici à l'extrême droite. Donc c'est un mini traitement de texte qui est à votre disposition et vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Par exemple, on a rajouté des images avec le bloc image, mais on peut également les rajouter à l'aide du bloc texte. La seule différence, c'est que le contrôle qu'on a sur les images, la position dans l'espace ne sera pas le même quand on a un composant image indépendant et un composant texte qui inclut une image en son sein. Donc, mais c'est vraiment quelque chose que vous pourrez essayer. Alors, ce bloc de texte sera important si vous voulez mettre du contenu qui n'est pas dynamique. La plupart des contenus dont nous allons parler tout à l'heure seront des contenus dynamiques, c'est-à-dire que ça existe quelque part sur votre système et vous voulez les afficher ou interagir avec, tandis que le contenu non dynamique, ce sera par exemple le message de bienvenue, certains textes qui sont plus de nature statique, etc. Donc, le bloc texte sera là pour répondre à ce genre de besoin. Alors, YouTube, il est évident, ça vous permet de mettre des vidéos YouTube. Voyons donc.
Donc, si par exemple nous prenons le bloc YouTube, ici, il faudra tout simplement cliquer sur le bouton Ajouter une vidéo. Si le bloc de modification est déjà actif, il sera plus simple de juste copier l'URL associée à la vidéo ici. Là. Donc, lorsque vous mettez l'URL en question, vous avez dans certains cas la possibilité de déterminer à quel moment est-ce que la vidéo doit commencer, surtout si c'est une vidéo un peu longue. Vous pouvez afficher ou désactiver les contrôles, etc., etc. Donc, plein d'options également disponibles pour ce bloc-là. Alors, dans la première partie de cette présentation, nous avons abordé les blocs qui vont vous permettre d'injecter du contenu plus ou moins statique. Statique en ce sens que ça vient plus ou moins de l'extérieur où vous êtes en train de le saisir manuellement. Maintenant, dans la deuxième zone, la deuxième section ici, là, nous avons document, liste et bibliothèque. Il s'agira d'un contenu dynamique, entre guillemets, dynamique parce que c'est pas en tant que tel vous qui le remplissez sur la page d'accueil, mais c'est un contenu qui existe déjà quelque part sur votre site web sous forme justement de documents, sous forme de liste ou sous forme de bibliothèque. Et vous avez juste envie que la page sur laquelle vous vous trouvez soit comme un portail qui présente ces informations. Alors si on prend par exemple bibliothèque, ce composant va vous permettre de faire apparaître sur votre page une des bibliothèques qui est disponible dans votre système. En ce moment, dans notre système, nous avons les bibliothèques système, page du site, pièce jointe. Nous avons une bibliothèque de documents que j'ai souvent tendance à appeler bibliothèque système parce qu'elle est créée par défaut. Et nous avons nous-mêmes créé notre propre bibliothèque qui s'appelait ressources, si vous avez suivi ce cours depuis le début. Donc, on va sélectionner ressources. Soit dit en passant, la page d'accueil sur laquelle nous sommes avait un composant pour les bibliothèques. Il est où? Je l'ai peut-être... Ah, le voici ici. Et c'était vide. Donc, je vais prendre ressources. Et dès que je vais sélectionner ressources, vous allez voir que par défaut, tous les documents que nous avons chargés pendant le cours dans les précédentes sessions apparaissent ici automatiquement. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est pas quelque chose d'actif de ma part. C'est pour ça qu'on parle de contenu dynamique parce que ce contenu est affiché dynamiquement. Autre chose que vous pourriez faire, c'est au lieu d'afficher les bibliothèques de documents, c'est plutôt d'afficher les listes qui sont sur votre site web. Donc, c'est le cas avec l'objet liste qui est ici. Et c'est le principe est le même. Lorsque vous sélectionnez liste, il va scanner votre site web et identifier toutes les listes personnalisées ou pas qui appartiennent à ce site web-ci. Alors, nous avons créé FPC Decad, FPC 2010 et tout le reste. Donc, on va prendre par exemple FPC Decad. Et aussitôt que vous allez sélectionner l'objet, son contenu va apparaître de manière dynamique à l'endroit désiré. Avec des documents récents, ça peut être important si jamais vous êtes dans une bibliothèque où les gens manipulent beaucoup les documents et les documents sont en très grande quantité. Donc, au lieu de faire en sorte que les gens aillent au sein de la bibliothèque pour retrouver le ou les documents sur lesquels ils ont travaillé, peut-être juste mettre une zone pour les documents récents, ça leur permet de voir très rapidement, sans effort de leur part, les derniers documents sur lesquels ils ont travaillé. Parfois, c'est plus pertinent que d'avoir à faire une recherche plus exhaustive. Vous avez également la visionneuse qui vous permet de visualiser dans une certaine mesure le contenu d'un document sans avoir à l'ouvrir intégralement. Vous avez également les sites, ça fonctionne un peu comme les bibliothèques et les listes, c'est-à-dire que ça scanne l'instance dans laquelle vous êtes et ça va essayer d'analyser tous les sites ou plutôt les sous-sites qui se trouvent à l'intérieur, ainsi que les sites que vous allez juger importants, pertinents pour votre organisation. Et puis vous avez également des contenus plus spécialisés, mais c'est toujours la même chose, qui eux vont plutôt afficher les propriétés d'une liste ou les propriétés d'une bibliothèque de documents ou d'une page, etc.
Alors les flux, c'est pour les flux, on ne va pas spécialement en parler. Si vous avez un site web du type euh, intranet, communication, vous pouvez mettre une section actualité, c'est un peu comme celle-ci qui est là, une section calendrier euh, d'événements. Si jamais vous avez une bibliothèque ou une liste qui enregistre les principaux événements de votre organisation ou de votre équipe, vous pourrez afficher ces calendriers sous forme de widget, sous forme de composants WebPart. C'est un peu ce qu'on avait fait ici. Dans un site web qui essaye de gérer les projets, les dates sont parfois importantes, les dates de réunion, les dates de lancement de projets, etc., etc. Donc, avoir un calendrier qui présente visuellement les échéances à venir, ça peut être extrêmement pertinent. Si jamais vous avez une équipe et vous voulez que les membres de l'équipe se voient, vous pouvez utiliser les contacts. Vous avez les minuteurs, vous avez également organigramme, etc. Alors, vous avez également des éléments tels que les cartes. Ça peut être pertinent dans certains cas. Alors, c'est l'équivalent des cartes Google, mais vous savez, SharePoint, c'est un produit Microsoft. Donc, euh, c'est donc les cartes Bing qui vont être affichées ici à la place, mais le comportement ou alors le fonctionnement est exactement le même. Vous entrez l'adresse d'un lieu et la carte associée va être produite. Alors, ai-je oublié quelqu'un? Alors, nous sommes sur SharePoint Online. SharePoint peut être combiné avec plusieurs autres produits de Microsoft. Donc, si jamais vous avez des formulaires, Microsoft Forms, Power BI et autres, vous pouvez les intégrer, effectivement. Et puis, vous avez d'autres intégrations plus avancées avec des outils externes, des outils tiers. On voit par exemple Asana, Google Analytics, RSS, Trello, Salesforce, etc., etc. Donc, les options sont gigantesques, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Donc, sentez-vous libre si vous avez les privilèges, et surtout si vous êtes sur un site web genre de test ou de type laboratoire, de jouer avec ces options, de voir tous les paramètres que vous pouvez modifier et de voir comment est-ce que vous pouvez interagir avec.